Actu People.net reçoit pour vous l'un des derniers Mohicans du cinéma africain. Touré Moussa, c'est son nom. Il est de la trempe des précurseurs comme Sambène Ousmane. Nous l'avons retrouvé dans le hub du Palais du Festival de Cannes, festival auquel nous assistons pour sa 78e édition. Monsieur Moussa Touré, comment allez-vous? Je vais bien, je vais vraiment bien, parce que je viens de terminer un nouveau film qui va être en montage, et puis je vais bien parce que aussi je suis un peu fatigué, parce que Cannes fatigue aussi, avec les rendez-vous, les films qu'on veut voir. Bon, vous savez, c'est un rendez-vous, donc on dort tard, on se réveille tôt, donc voilà, donc, ça va, mais je suis bien, on est bien. Vous faites partie des rares Africains, des rares cinéastes africains à avoir été récompensés au Festival de Cannes, notamment avec votre long métrage Toubabi. Qu'est-ce que cette récompense représente pour vous? Vous savez, ça a été mon premier film. Mon premier film, vous savez, c'est une première vie dans un cinéma, parce que moi, en fait, j'ai été longtemps dans le cinéma. J'étais très longtemps dans le cinéma en tant que technicien. C'est pour cela quand vous parlez de prescription, parce que moi j'étais avec les Sembène, en étant électro. C'est là où j'ai appris. Et j'ai appris dans le silence, dans le regard. Parce que vous savez, quand vous êtes dans la lumière, et que vous avez des chefs, parce que j'avais des vrais chefs, ça veut dire des directeurs à la photo, donc j'en avais pas droit à la parole. Il y avait une certaine complicité, mais on ne parlait pas, on observait, on regardait. Et c'est de cette manière que j'ai appris aussi à faire des films. Donc mon premier film, je l'ai fait en 1987. C'était mon premier court-métrage. Et puis Toubabi a suivi en 91. Mais je ne vais pas parler de Cannes, parce que Toubabi, en fait, ce qu'il a eu compris, le premier prix qu'il a eu, c'est au Festival de Vue d'Afrique. Vue d'Afrique. Et au fait, le cinéma sénégalais, je pense qu'il était resté 12 ans ou 17 ans sans prix. Donc c'est ça dont il faut parler. Parce que moi, je suis allé au Canada et, en fait, j'ai eu ce prix. Après le Canada, je suis allé aux États-Unis avec tous les cinéastes. Et au fait, il y a un journal qui s'appelle Variety. Ils avaient écrit sur mon film. Ils avaient dit que mon film, c'était le plus proche d'Hollywood. Donc je pense qu'avant Cannes, avant de parler de Cannes, c'est sur ça qu'il faut parler. Mais parce que tout simplement aussi, il faut se rendre compte que moi, le cinéma, je l'ai appris. Je l'ai appris par des aînés, et non pas juste en Afrique. Hein. Je l'ai appris avec la France aussi. Je l'ai appris avec d'autres gens. Parce que vous savez, quand vous êtes électro et que vous commencez à voir clair, vous travaillez avec tout le monde. Et j'ai eu la chance, dans ma vie, je vous ai dit, de travailler avec de très très grands directeurs à la photo, dont William Glenn, qui est mort. Celui qui a fait la nuit américaine de Truffaut. Et ce monsieur-là, j'ai travaillé dans son équipe pendant longtemps. Et c'est son équipe même qui a fait mon film. C'est son équipe qui a fait mon film. Donc, j'ai travaillé dans une équipe, on a grandi et c'est cette équipe même qui a fait. Moi, je suis devenu réalisateur, eux, ils ont continué à la technique et c'est eux qui ont fait mon film. Je pense que Cannes, en fait, il faut en parler. Tu sais, Cannes, c'est le monde qui se retrouve, le monde du cinéma. C'est la Mecque du cinéma. Ou c'est le Rome du cinéma, on va dire ça. Et quand vous y arrivez, et qu'on vous désigne, que vous êtes jeune, parce que quand j'ai fait... Oui, j'étais jeune. Vous essayez d'être... Soit vous avez des oreilles qui sifflent, vous essayez d'être humble. Et moi, c'est de tout le temps, j'ai dit aux gens que j'étais un faiseur de films. Que j'étais pas... J'étais un réalisateur, mais j'étais un faiseur de films. Vous savez, quand vous avez été dans des films, vous n'êtes pas étonné de faire un film. Et quand vous en faites un, quand vous avez aidé, quand vous avez été dans une équipe pour faire un film, et que ces films-là ont eu du succès, quand vous en faites un, je pense que vous êtes encore déjà à un niveau assez bas où vous dites, voilà, mais écoute, je viens de faire un film. C'est ce qui m'est arrivé. Parfait. Lorsqu'on a travaillé avec des grands noms comme Sambène Ousmane, qu'est-ce que cela nous lègue comme valeur? Qu'est-ce qu'on retient d'un parcours, d'un tel parcours? Tu sais, quand on a travaillé avec ces gens-là, c'est qu'on devrait se remémorer de la manière dont ils sont faits. Parce que c'est quand toi tu vas en film, moi je vois comment il a été fait. Et comment il a été fait, j'ai vu comment Sembène l'a fait. Et il n'est pas le seul, hein. J'ai vu tant d'autres aussi le faire. Mais quand vous avez travaillé avec des gens comme ça,
ce que vous retenez, c'est comment ils ont fait, comment ils ont mis en scène, comment ils ont réfléchi des tas de trucs. Et c'est ça ce qui nous a légué. C'est la réflexion, la mise en scène, la lumière. C'est ça le legs. Et c'est ce que le legs là qu'on devrait donner aussi à d'autres. Mais ce qu'il faut que la jeunesse comprenne, c'est ce legs-là. Ce n'est pas... Parce que bon, au fait, aujourd'hui, ce qui se passe, on regarde des films d'ailleurs, des tas de trucs, et puis après on fait. Mais nous, le legs qu'on nous a donné, que j'ai eu, moi, avec ma génération, avec ces Semben et autres, les Johnson, parce qu'il y en a beaucoup, bon, ils nous ont légué la manière de faire, la manière de réfléchir, la manière d'être africain, la manière de parler de soi-même. C'est ça le leg qu'on nous a donné. C'est intéressant parce que, est-ce qu'il vous lègue aussi les thématiques qu'il traitait? Parce que Samben Ousmane, quand même, il traitait des sujets politiques. Quand on voit avec le titre Tiaroy, qui reste un film de revendication quelque part, de combat, est-ce que vous êtes inscrit dans cette dynamique? Mais c'est ça que je vous ai dit. Ça veut dire que la manière de faire et qu'est-ce qu'il faut faire, c'est ça qu'ils nous ont légué. Et cela se transparaît dans lesquelles de vos productions à vous? Ah ben de toutes mes productions. Par exemple, quand je parle de Toubabi, c'est un aller-retour. C'est l'Afrique qui revient, qui part et qui revient. Ça veut dire que c'est tous ces gens-là qui disent que les autres sont des blancs alors qu'ils sont plus blancs que les autres. Que c'est cet effet le plus important. Ça, c'est mon premier film. Donc, moi, déjà, dans mon premier film, le court-métrage, c'est de la manière dont mon grand-père m'a appris à pêcher. C'est ça l'histoire de ce film. Donc, je reste en Afrique. Le deuxième, quand j'ai fait la pirogue, le Toubabi, et Toubabi, c'est tout à fait politique parce que tout simplement, c'est ces va-et-vient que nous, Africains, nous faisons pour l'Europe. Alors que moi, je n'avais pas besoin de l'Europe. Ce dont j'avais besoin d'une Europe, c'est peut-être d'apprendre des choses. Mais moi, j'avais besoin de revenir, ce que j'avais à faire. Donc ça, c'est politique. Quand j'ai fait TGV, TGV, c'est purement politique. TGV, c'est une traversée de Dakar à Conakry. Et à l'intérieur de ce cadre, il y a les prototypes des Africains. Avec un ministre c'est quelqu'un qui a été un ministre de la Santé, qui va aller épouser une femme. Non, qui va fuir pour être ministre dans un autre pays. C'est politique. Et pour vous dire, quand Abdou Diouf a vu mon film, son premier ministre m'a dit, ton film, il a tout ce qu'il faut qu'on ne dit pas très haut. Parce que je parlais de la rébellion aussi. Hein, en Casamance? Oui, je parle en 1997. Hein, je parle de la rébellion. Donc on a été politique. Et quand j'arrive quand même, bon, on va sauter des choses. Non, prenez tout votre temps. Moi, c'est intéressant. Non, quand je dis. Moi, ça m'intéresse. Quand je rentre dans le documentaire. Oui. Dans le documentaire, j'ai fait Poussière de ville. Poussière de ville, je l'ai fait au Congo, sur les enfants, dans les marchés, sur les enfants de la rue. Après, les enfants de la rue, tu sais, c'est la guerre qui amène ça. C'est la guerre qui a amené ça. Donc je suis resté sur la guerre. La guerre, elle est politique. Parce que j'ai fait le film au Congo-Brazza. C'était les rebelles qui étaient là-bas et le gouvernement. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une réconciliation qui s'est faite, mais il s'est fait toujours avec de l'argent politique. Le deuxième que j'ai fait, c'est Nous sommes nombreux, c'est sur le viol. Le viol. Et ces femmes-là, ils portent plainte contre qui? Contre X. Et X, c'est qui? C'est le gouvernement. Donc ça a été que des films politiques que j'ai fait. Après, j'ai fait un film sur les moustiques. L'engagement du moustique autour de nous. Ça s'appelle Le cousin. Non. Et puis après, je suis parti là-bas en Inde, sur le regard de l'autre, parce qu'on nous regarde beaucoup. Donc ça s'appelle Les yeux grands ouverts. Et puis après, j'ai fait d'autres films, toujours politiques. Hein. Et là, en ce moment, je suis en train... donc j'ai fait un film sur le métissage. Parce que tu sais, le métissage, il va être politique d'ici peu de temps. Parce que, bon, en fait, les gens ne se rendent pas compte que nous sommes métissés. Parce que dans les familles, les métissages sont tout le temps là. Dans toutes les familles en Afrique, hein, et nous, on ne se rend pas compte. Donc j'ai pensé parler de la politique, du métissage. Et le métissage, c'est un brassage, parce qu'un brassage qui est de là-bas, qui va de là, qui vient d'ici, et nous sommes tous des grands-pères. Par exemple, moi, je suis un grand-père métissé, parce que j'ai un métis à la maison. Et dans notre famille, nous avons 12 métis. Et si tu regardes bien, dans les familles africaines, il y a des métis qui sont là. Alors moi, je me suis dit, il faudrait qu'on en parle. Et c'est politique, hein, parce que c'est un engagement que j'ai fait. Dans la plupart de vos productions, vous l'avez dit tout à l'heure, vous abordez pas mal de sujets politiques. Pour vous, aujourd'hui, les enjeux actuels, en tout cas, qui peuvent, on va dire, se profiler face aux réalisateurs, aux producteurs de cinéma en Afrique, ce serait quoi comme enjeu par rapport à la politique actuelle en Afrique? Que ce soit à Dakar, que ce soit à Abidjan, que ce soit à Bamako, que ce soit à Ouagadougou. Par rapport à l'atmosphère actuelle en Afrique, quels sont les enjeux, quelles sont les thématiques qui pourraient être abordées? Vous savez, il y a quelque chose qui a eu lieu
ça fait pas très longtemps. Ça veut dire la jeunesse africaine, c'est synchronisé. C'est comme ça que je peux oser le dire. Ça veut dire quand tu fais quelque chose au Sénégal, l'Ivoirien est au courant, le Burkinabé est au courant, le Nigérien est au courant. C'est la synchronisation. Je pense que l'enjeu qu'il y a aujourd'hui, c'est une synchronisation qui est une avancée, qui est une avancée africaine. Ça veut dire que tout président maintenant africain devra se rendre compte qu'il y a une synchronisation. Ce que tu fais, il est vu par, non pas tout simplement par toi, mais par tout le monde. Ça, c'était un frein pour toute l'Afrique. Ça veut dire ce qui se passait chez toi, ce qui s'est passé chez moi, s'est passé chez moi. Maintenant, c'est fini là. Tout ce qui se passe au Sénégal est su tu vois, au Burkina. Il est su en Côte d'Ivoire. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est d'aborder cette cohésion-là qui est maintenant. Je pense que c'est ça l'enjeu. C'est ce qu'il faudrait aborder maintenant. Cet enjeu-là. Ça veut dire cette jeunesse qu'on a divisée depuis très longtemps. Parce que diviser, c'est quoi? C'est ne pas l'informer. Tu vois, parce que les gens, politiquement, ils ont joué beaucoup sur ça. Sur le silence, sur la coupure. C'est comme si c'est un ciseau qu'on met sur une coupure d'un élément et que les autres ne doivent pas entendre. C'est fini ça. Maintenant, c'est pour cela, quand tu vois un président de notre pays qui va dans un autre pays, il est accueilli comme un roi par rapport à l'autre président. Je pense que cette cohésion-là, cette cohésion qu'il y a maintenant, cet entendement, je pense que l'enjeu aujourd'hui pour cette jeunesse africaine, pour faire des films, il faut se baser sur ça pour faire. Parfait. Ça, c'est mon avis. Vous, en tant que pionnier, quelle est votre lecture? Et si vous deviez aujourd'hui, particulièrement vous, si vous deviez aborder ces thèmes ou bien ces enjeux qui s'imposent aujourd'hui à l'écosystème politique africain, quels sont les sujets que vous aborderiez éventuellement dans vos productions? Bon, vous savez, j'ai des productions qui sont en cours. Je pense que ça joue un tout petit peu tout ça. C'est-à-dire, vous savez, nous avons un héros qui s'appelle Cheikh Omar Foutiyou Tall. C'est lui qui a fait le djihad pour la religion musulmane et que son bracelet, je ne sais pas, soit H là est en France. Et ce mec-là, c'était pas juste un musulman, mais c'était quelqu'un qui était anticolonialiste. Donc ça, c'est un abordement que je fais parce que, tu sais, le fait d'être en cohésion maintenant, il faudrait nécessairement, ce qu'on doit aborder, c'est ce qu'on nous a tous, ne pas laisser faire, ce qu'on peut faire, parce que c'est notre histoire. C'est ça. Parce que tu sais, on ne nous a pas laissé connaître notre histoire. Et pour un individu, s'il ne connaît pas son histoire, qu'est-ce qui lui arrive? Il est sur autre chose. Il n'est plus solide, il ne glisse plus. Donc, mais outre le recours à l'histoire, et les enjeux présents, parce que là, on voit aujourd'hui... Mais vous savez, je vais vous dire une chose. L'histoire, c'est les enjeux présents. OK. C'est les enjeux présents. Je vais vous donner un exemple. Ça veut dire que quand, par exemple, chez nous, les Sonko ont pris le pouvoir, ils ont fait un recul sur notre histoire. Ça veut dire, notre histoire, c'est quoi? C'est l'indépendance, le néocolonialisme, c'est d'être libre d'État. C'est ça. C'est ça. Et si vous voyez bien, toutes nos histoires, là, qu'on doit faire pour le faire connaître au monde, c'est des résistances. C'est des résistances. Ces historiens, ils ont demandé, dans nos histoires, on a demandé exactement qu'est-ce qu'ils devaient se faire. C'est cette liberté, cette indépendance, de faire ce qu'on a envie de faire, de revenir sur nos langues, de revenir... C'est ça là, c'est cette histoire. Qu'est-ce que cela vous inspire justement, le fait de voir Diomaye Faye et Ousmane Sonko au pouvoir au Sénégal? Qu'est-ce que ça vous inspire? Mais vous savez, moi je fais partie des gens qui ont bataillé, non? Mais ce qui me fait... Non, en fait, ce qui me fait... C'est intéressant de savoir, vous avez bataillé dans quel sens? Mais dans tous les sens. Mais j'étais bataillé, moi j'étais avec eux. Moi j'étais pas... Moi j'aime les faits factuels parce que les faits sont relatés. Il serait intéressant du moment où vous êtes face à cette caméra et pour de nombreux jeunes qui vont vous découvrir, ce serait beaucoup plus simple pour moi de regarder, on va dire, votre biographie et de relater cela. Mais je préfère que vous relatez vous-même, que vous relatez dans le point de vue. Voilà. J'ai bataillé par rapport à ma famille, pour qu'ils soient avec les Sonko. J'ai bataillé avec les jeunes qui sont dans mon quartier, avec la jeunesse, avec les gens à qui j'ai appris à faire du cinéma. C'est de cette manière que j'ai bataillé pour leur dire d'aller vers. C'est de cette manière que j'ai bataillé. C'est pour cela, quand ils ont fait les assises, moi j'étais là, ils m'ont invité. Quand ils ont donné aussi les résolutions, moi j'étais invité. Parce que tout simplement. Et puis bon, je suis dans le groupe
des vieux là, on va dire ça, qui ont bataillé. Parce que tu sais, nous, on ne va pas lancer des pierres. C'est clair. Nous, on discute. Le combat est multiforme, nous, on discute. J'étais avec des historiens, avec des linguistes, des tas de trucs. C'est nous, on a bataillé pas. Vous avez mené des réflexions. Exactement. C'est pour cela qu'on nous a amenés. Et puis bon, je vais vous dire, le fait de voir ces deux-là, ce qui m'arrive. Parfait. Tu sais, moi, je suis né avant les indépendances. En 1958. Oui, quand tu es né avant les indépendances, tu avances, tu avances, tu avances. Tu vas l'Afrique. Tu vas ton pays, tu vas l'Afrique. Parce que tu sais, nous qui sommes nés avant l'indépendance, nous ne voyons pas juste nos pays, on a vu l'Afrique. Donc il y a des réflexions, des rebondissements, et vous regardez l'Afrique, jusqu'à ce qu'une jeunesse arrive, parce que vous avez des enfants. Vous regardez que la jeunesse, elle est extraordinaire, elle est forte. Et puis un jour, vous vous rendez compte qu'il y a deux jeunes qui arrivent. Parce que tu sais, en Afrique, le problème de l'Afrique, c'est de mourir tranquille. C'est comme ça que je vais le dire. C'est de mourir tranquille. Vous savez, quand vous êtes dans un endroit, quand vous êtes dans une situation, vous rentrez dans cette situation et vous savez que vous allez partir. Vous avez envie d'avoir la paix. Donc moi, le fait de voir ces deux jeunes-là, ce que ça me rapporte aujourd'hui, c'est de mourir tranquille. Mais est-ce que quelque part vous pensez que les gouvernants qui sont venus avant eux, je vais parler de Macky Sall, de d'autres présidents en Afrique, par exemple, Ali Bongo et autres, est-ce que ces personnes-là ont entendu les choses de cette oreille de se dire on veut mourir tranquille? Non, je ne pense pas, non. Parce que tu sais, comme que le façonnement de ces gens-là a été plus fait par un peuple et par d'autres peuples, ça veut dire ils n'ont pas entendu parce qu'ils avaient deux oreilles. Ils avaient deux écoutes. Et puis bon, l'écoute pour le peuple, parce que c'est une soumission, il faut que le peuple se soumette. Et se soumet par des armes, par des trucs, par des restrictions, c'est ce qu'il fait. Vous avez vu, nous on a failli aller dans un troisième mandat, alors que nous sommes démocratiques. Nous sommes démocratiques. Nous les Sénégalais, même si notre emblème c'est l'hospitalité, mais nous sommes aussi, notre emblème, on est démocratique. On s'est voté sans... On nous a amenés à un certain stade, à une jeunesse, à essayer de nous bagarrer avec nous. Parce que tout simplement, c'était un troisième mandat qui devait se faire. Et quand tu arrives à un certain moment, en tant que politique, à penser à un troisième mandat et que tu ne dois pas le faire, c'est parce que tu dérègles. Donc comment penser, moi, quand vous me dites quelle est ma pensée sur ces gens qui ont pensé à être éternels, mais qui n'ont pas pensé, parce que quand tu penses éternel, c'est que tu n'es plus humain. Tu n'es plus humain. Et quand tu me dis que est-ce qu'ils ont pensé mourir tranquille comme moi, comme je le dis aujourd'hui, mais quand tu es éternel, tu ne penses pas à mourir, non? Donc voilà la situation de ces gens. Lorsque vous parlez de troisième mandat, forcément, on pourrait faire le parallèle avec la Côte d'Ivoire. On reproche très souvent au président Alassane Ouattara d'avoir brigué un troisième mandat et de vouloir briguer un quatrième mandat. Est-ce que vous, de l'extérieur, vous avez cette impression de vous dire qu'il a brigué un troisième mandat? Je vais vous dire une chose. Moi, l'impression que j'ai, il faut que lui, il sait que les petits qui sont là-bas, ils sont en accord avec le Sénégal. C'est-à-dire que le troisième mandat au Sénégal, ça ne passe pas. Et que les petits en Côte d'Ivoire le savent. Quoi qu'il arrive, si tu le fais passer aussi, sache que aussi, eux là, ils sont au courant que tu ne devrais pas le passer. C'est ça que je dis. Tu comprends? Parce que tu sais, un pouvoir, il est puissant, il a une force, il est entouré, il est protégé. Mais qu'il sache une chose, que ce qu'il pense qu'il va passer, les autres qui sont en face. Parce que tu sais, maintenant, c'est fini. Hein? Vous et moi, hein, les papas, allez, c'est la jeunesse maintenant. Parce qu'en Afrique, quand tu as 50 ans, on te dit tu es jeune. Quand tu as 40, il y a une jeunesse là-bas. Et ces jeunes-là, ils savent que lui, là, qui dit qu'il faut passer, il ne doit pas le passer. Eh bien, il va le passer, par force. Eh bien, s'il le fait, on verra. On le verra. Il va voir comment il va gérer. Non, mais il est déjà dans son troisième mandat, mais c'est le premier mandat de la Deuxième République. Hein. On va parler de quatrième mandat, parce que lui, il est en train de mettre son quatrième mandat, non? C'est ça qu'il est en train de vouloir faire. Bon, il n'a pas encore dit qu'il est candidat ouvertement. Mais vous savez, sous tout ça, c'est des bobards pour moi, c'est président. Mais tu le dis quand même, tu es avec un peuple quand même. Tu ne joues pas avec un peuple. C'est la même chose que Macky Sall avait fait avec nous, en disant, bon, je vais le dire un jour, il faut le dire. Et je vous assure, attention à le dire, ça peut poser un problème. Parce que quel niveau? Un peuple qui se révolte. Nous, au Sénégal, Macky Sall, tout le peuple sénégalais attendait à ce qu'ils disent qu'on se révolte. Tout le monde, sans exception. Tout le monde était prêt.
Alors, probablement, peut-être en Côte d'Ivoire, que je ne connais pas très bien, hein, mais ce que je sais, c'est que je sais la mentalité jeunesse. Parce que tu sais, avant, on ne connaissait pas la mentalité. Elle est générale maintenant. Elle est générale. La mentalité, avant, là maintenant, c'est une mentalité. Donc, on va aller vers des problématiques précises. Tout à l'heure, lorsque vous parliez de votre film Toubabi, vous avez dit c'est cet aller-retour entre l'Afrique et l'Europe. Très souvent, on entend dire de certains Africains que le problème de l'Afrique serait les dirigeants européens, sinon les pays européens. Est-ce que vous partagez cette assertion? Je pense que les dirigeants européens, ils avaient la même mise sur les dirigeants africains, ça c'est clair. Ils avaient la même mise. Là, vous parlez au passé du coup. Ah, oui. C'est plus le cas maintenant? Non, ça commence. Tu sais, la France, elle est en train d'étudier d'autres méthodes pour pouvoir parler avec la jeunesse, pour pouvoir avec l'Afrique. C'est clair. Je vous donne un exemple. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, même ça peut changer hein, avec l'armée française. Au Sénégal, ils sont partis. Le dialogue qu'il y a, on est en train de voir comment, parce que si vous me dites ça, ça veut dire que vous avez vu les CFA. Le CFA, il a été géré par l'Europe, non? Par la France. Tout a été géré. En fait, en gros, même la sécurité de nos pays sont gérés. Là, maintenant, il y a un détachement qui se fait. Mais la France, elle ne lâche pas. Donc, outre cette part de la... mon avis est ceci. Effectivement, la France a toujours eu la même mise. Parce que tout simplement, quand il y a un pays colonisé comme le Sénégal, comme les autres là, et qui ont du savoir et de l'avoir, quand je parle d'avoir, il faut toucher la terre. Tous nos pays là, c'est des richesses extraordinaires. Tu ne les lâches pas comme ça, non? Et surtout si tu en as besoin, tu en prends. Donc la France a récupéré, il récupère. Il ne peut pas récupérer ailleurs que chez nous. Donc il faut avoir la même mise et mettre en place des présidents. Parce que ça s'est fait, tout le monde le sait. Bourgi l'a dit, comment la France met. Mais là, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place autrement. Et c'est l'Africain, les Africains. Et surtout, tu as vu, la CEDEAO même, qui nous unit, il y avait une mainmise, d'après la politique, il y avait une mainmise sur la France. Et ça a été démontré quand il y a eu le problème du Niger. Quand il y a eu le problème du Niger, tu as vu, le CEDEAO a balancé. On s'est rendu compte de tous les dinosaures qui étaient avec les autres. Mais ça change. Et puis le changement peut se faire en deux cas. Une seconde. Regarde, quand l'autre là, celui qui a assassiné l'autre là, Thomas Sankara, Blaise Compaoré. Blaise, il est parti en une journée, il a déménagé. En une journée. Même pas 30 minutes. Attention, on peut déménager en 30 minutes. Parfait. Mais outre ce procès qu'on pourrait intenter à l'Europe, est-ce que vous ne pensez pas que le véritable problème des pays africains, ce sont les dirigeants africains qui, une fois au pouvoir, on va dire, pillent les ressources du pays au profit d'une certaine partie, d'un certain clan quelque part? Mais moi, je ne pense pas qu'il faut intenter un procès à l'Europe. Je ne le pense pas. Parce qu'on dit voilà, il y a une part des responsabilités qu'on impute parce qu'il n'y a pas une part qu'il faut intenter. Moi, je pense que c'est un ensemble qu'il faut intenter. Okay. L'ensemble, c'est que ceci. C'est que, tu sais, l'Europe a cherché des élites. Ces élites-là ont d'autres complicités d'élites en Afrique. Et l'Europe aussi a ses complicités pour cette élite-là. C'est cette élite-là qu'il faudrait intenter, du moins, si tu as à faire un procès, c'est à cette élite-là qu'il faut faire un procès, pas à l'Europe et puis laisser l'Afrique. Non. Donc c'est là où tu me dis que la responsabilité de l'Afrique. Mais je vais vous donner un exemple. On est en train de mettre en prison tous les gens qui ont lapidé notre argent là-bas. Je pense que même Macky Sall pourrait passer, parce qu'on en parle. C'est une minorité. Ce n'est pas le peuple. Donc, si on parle d'un peuple, on dit, voilà, le peuple, c'est lui le fautif. Non, le peuple n'est pas fautif. Non, moi, je ne parle pas du peuple. Non, je parle de gouvernants. Non, je parle de gouvernants. Okay. C'est ça qu'il faudrait. Et puis, tu sais, dans les gouvernants même, quand tu refuses d'être dans le gouvernant, quand tu refuses ce qu'ils disent, tu pars. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis, qu'on a fait partir aisément. Donc c'est une minorité. Alors que les gouvernants ne sont pas très nombreux dans un pays. C'est 32 ministres, je ne sais pas c'est combien, et puis avec des subalternes.
Mais c'est ça, c'est ces gens-là qu'il faut intenter. Et on est en train de le faire au Sénégal. On n'a pas touché aux Français. Ce qu'on a dit aux Français, à l'Europe, on leur a dit, écoutez, ce n'est pas possible de signer des contrats aussi ambitieux pour vous et que nous, on est 0 € dans tout ce que vous faites. Point final. C'est ça peut-être intentionné en procès pour l'Europe. C'est de revenir aux bases. C'est simplement cela.